Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Il continue ses études, mais il continue aussi et surtout à écrire. Il écrit la nuit, dans la mansarde de la pension, où il habite avec son frère Eugène. À 17 ans, il obtient donc le Lys d'or de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, une récompense considérable. Le général Hugo, qui continue de correspondre quand même avec ses fils, voulait que Victor prépare Polytechnique. En plus, il avait une formation de maths P. Mais tout à coup, il déclare qu'en fait, il est assez grand pour désobéir à son père, il arrête ses études, ou plutôt, dans ces cas-là, on dit qu'il prépare son droit. C'est la meilleure excuse depuis la nuit des temps, hein. Il quitte la pension Cordier, avec Eugène d'ailleurs, pour habiter avec sa mère, et il s'inscrit à la faculté de droit. Le soir, Madame Hugo conduit ses fils chez ses amis Fouché, c'est la veillée traditionnelle en ce temps-là. Il y a là Adèle qui a grandi, qui est devenue une fort jolie personne. Il faut imaginer ce jeune poète de 17 ans qui se sent fou de liberté depuis qu'il a quitté l'école, dont l'état est d'écrire des vers. Il passe la journée entière à écrire des vers. Et il faut voir ce garçon avec son frère Eugène et sa mère sagement partant le soir pour l'hôtel de Toulouse chez les Fouché. La veillée se déroule toujours de la même manière. Monsieur Fouché est d'un côté de la cheminée, il apporte toujours des dossiers et il travaille toute la soirée. Madame Hugo s'assied de l'autre côté de la cheminée avec un travail d'aiguille. Il y a aussi un guéridon devant la cheminée où s'assoit Madame Fouché avec un travail d'aiguille également. Sa fille Adèle aussi avec un travail d'aiguille. Et puis les frères Hugo assis un peu plus loin avec un livre. Et puis la soirée s'écoule ainsi, rituellement, dans le silence. Mais pourquoi faut-il que chaque fois que Victor lève les yeux de son livre, c'est pour porter son regard vers Adèle? Et pourquoi faut-il qu'Adèle fasse de même? Victor, blond, mince, beau, il suffit de regarder les portraits de l'époque, elle est belle, il est beau, ils se regardent. Et puis l'été vient, et c'est là qu'un soir, Adèle va demander à Victor, vous voyez mesdames, c'est elle qui demande, hein, elle va demander à Victor, « Victor, tu n'as pas un grand secret ?»« Oui, j'ai un grand secret. Et quel est ton secret ? C'est que je t'aime. » Et voilà, c'est fait. Dès cet instant, ils se considèrent comme fiancés parce que pour des enfants comme eux, il n'y a pas de problème. Dès le moment où on s'aime, on se marie. Simplement, c'est secret, parce qu'à cette époque-là, ce sont quand même les parents qui décident. Mais vous pensez bien que Victor, un poète, ne peut pas s'empêcher d'écrire. Alors, pendant les veillées, il lui passe des lettres secrètes qu'elle va cacher. Et puis un beau jour, elle a la dernière lettre dans son tablier, elle veut prendre son mouchoir, la lettre tombe par terre devant Madame Fouché en plein après-midi. « Mais qu'est-ce que c'est ? Montre-moi cette lettre !»« Quoi ? Une lettre d'amour ? Horreur ! Mais qui a écrit ça ? Qui a osé ?» Et Adèle est perdue. « Mais maman, c'est Victor !»« Ah ! Si c'est Victor, alors... Bah oui, ce cher Victor, mais oui, on le connaît depuis l'enfance. » Alors, elle en parle à son mari qui dit « Bah oui, pourquoi pas, ça ferait un charmant ménage. » Et le soir même, ils mettent leurs habits du dimanche et ils vont voir Madame Hugo. Madame Hugo qui a obtenu entre-temps la séparation d'avec son mari, mais qui aime quand même toujours se faire appeler la générale comtesse Hugo quand même, hein, et qui sait déjà que son fils va faire une grande carrière, et que son père est en compte, le petit Victor est quand même baron, et déjà le baron Hugo peut prétendre à un bon parti. Vous me voyez venir, hein. Mais comme ce baron a en plus du génie, elle pense qu'il lui faut donc une épouse exceptionnelle. Et voilà que les parents Fouché paraissent et disent « Ils s'aiment, nous n'avons qu'à les marier ». Nous attendrons évidemment, fiançons-les d'abord, et puis Victor, qui n'a pas de situation, bien quand il aura de quoi vivre, on les mariera. Et elle les regarde comme s'il venait de dire une énormité, parce que pour elle, c'est une énormité. Et elle leur dit « Mais enfin, mes chers amis, mais vous n'y pensez pas. Vous voyez ce qu'est Victor, vous voyez ce qu'il va être. Il faut à Victor, à un poète comme lui, une femme qui puisse l'inspirer, qui puisse servir sa carrière, une femme d'une grande intelligence, ce qui n'est pas le cas d'Adèle, n'est-ce pas? Adèle est tout juste capable de parler d'une recette de crème à la vanille ou bien d'un point de tricot. Et puis, en plus, mes chers amis, franchement, la fille d'un chef de bureau. » Alors, vous imaginez les Fouché, ils sont dans un état de rage épouvantable, ils reviennent chez eux, ils convoquent Adèle. « Tu ne reverras plus jamais ce garçon !» Et de l'autre côté, c'est la même chose, « Tu ne reverras plus jamais cette fille !» Et les voilà, ces deux amoureux qui souffrent abominablement, ils ne se revoient pas parce que en ce temps-là, les enfants obéissent encore à leurs parents. Et là, je fais un clin d'œil aux jeunes qui nous écoutent. Et ça dure des mois. Et Hugo qui est fou parce qu'il adore cette fille, il suffit de lire les lettres, il ne peut survivre que parce qu'il écrit, alors il met les bouchées doubles, 112 articles, plus de 20 poèmes, un roman noir avant la lettre, et puis au bout de 10 mois, il n'en peut plus. D'accord, c'est un fils respectueux, il adore sa mère, mais enfin, il n'en peut plus. Alors comment faire pour la revoir ? Il apprend qu'elle suit des cours de dessin, et il y va, très inquiet d'ailleurs, parce qu'il n'a pas de nouvelles, et il se demande si elle l'aime encore. Évidemment, elle l'aime encore, elle tombe dans ses bras, et ils revivent. Mais il y a toujours quand même ce barrage. Ils se revoient dans les rues, et à cette époque-là, c'est absolument impensable. Mais voilà, ils s'adorent. Et quelle issue y a-t-il à ça ? Mais ils n'en savent rien. Mais voilà, au début de 1821, Madame Hugo tombe malade, gravement. Victor va la soigner avec l'énergie du désespoir. Il ne va pas la quitter, jour et nuit. Mais malgré tous ses soins, le 22 juin 1821,
Madame Hugo meurt. Et c'est le désespoir absolu pour lui, il perd ce qu'il a de plus cher. Il reste Adèle, et M. Fouché viendra faire une visite de condoléances et lui dire en même temps qu'il part pour Dreux pour les vacances. Il lui dit d'ailleurs volontairement parce que la diligence coûte cher et que Victor n'a pas cet argent. Il vit dans une mansarde. Quand on lit d'ailleurs Les Misérables et la situation de Marius Pontmercy qui vit dans la masure Gorbeau près des Thénardier, ce garçon qui n'a pas d'habit, qui ne sait pas comment il va faire pour se nourrir, eh bien c'est lui, il se dépeint lui-même totalement. Eh bien Hugo les rejoint à pied. Il va marcher 3 jours, mais il les rejoint. Et là, franchement, même si les Fouchés sont encore vexés, ils sont surtout attendris. Et ils les fiancent. C'est fait. Et c'est le bonheur absolu. Monsieur Fouché a mis une condition. Il faut que tu aies les moyens d'existence. Un poète, ça n'a pas de moyens d'existence. Alors, heureusement, les Bourbons et Louis XVIII ont promis une pension à Victor Hugo parce que c'est le poète du régime. Victor Hugo, c'est le poète qui chante sans arrêt les fastes de la monarchie, la Vendée, le drapeau blanc, Louis XVI, Marie-Antoinette. Alors, les Bourbons doivent bien une marque de leur reconnaissance. Et voilà qu'arrive la pension tant attendue. Il aura 100 francs par mois. Avec 100 francs par mois, on peut vivre très mal, mais on peut vivre. Fouché dit oui, et voilà Victor et Adèle qui se marient à Saint-Sulpice. Ils n'ont pas 40 ans à eux deux. Ils sont donc mariés, ils habitent un petit appartement rue de Vaugirard, à Paris bien sûr, un appartement minuscule. Un peu plus tard, ils iront rue Notre-Dame-des-Champs. C'est un adorable petit ménage avec une réserve, mais personne ne le sait. La nuit de noces, Hugo, qui s'est marié vierge, et c'est quelque chose qu'on peut admirer parce qu'il savait qu'elle le serait aussi, et il l'a dit, si elle l'est, pourquoi pas moi? Et on peut supposer, nous qui connaissons l'avenir, que si à 80 ans, Victor Hugo manifestera encore un tempérament dont les dames parleront avec admiration, à 18 ans, c'était mieux encore. Donc, saluons quand même cet héroïsme, mais malheureusement, pendant sa nuit de noces, nous savons tout, je vous l'ai déjà dit sur Victor Hugo, il a voulu prouver sa passion à sa jeune épouse 9 fois. C'est beaucoup. Alors vous me direz qu'elle sentait, mais c'est trop. Songez qu'elle ne savait rien de la vie, qu'elle ignorait tout, qu'il lui écrivait encore quelque temps plus tôt que leur amour se situerait toujours dans les étoiles. Et en fait d'étoiles, qu'est-ce qu'elle découvrait dans son lit? Elle en a subi, nous en sommes certains, un traumatisme qui a duré tout le temps de sa vie sentimentale et sexuelle. Et qui expliquera peut-être que plus tard, mais n'anticipons pas trop. Alors, ce que les amis qui viennent les voir rue Notre-Dame-des-Champs admirent, c'est justement ce ménage idyllique. Les enfants qui sont venus, Léopoldine, Charles, François-Victor, et à moins de 25 ans, ce jeune homme rayonnant qui est déjà chef d'école. Et oui, il a fondé le romantisme, il en est le chef. Et c'est la réaction contre le classicisme d'ailleurs, agonisant contre ce théâtre et cette poésie qui, 2 siècles après, veut se réduire aux règles fixées au temps du roi Soleil. Vous savez, un jour, un colonel qui avait fait la retraite de Russie avait dit à Stendhal « Monsieur Stendhal, depuis que j'ai fait la Bérésina, Iphigénie n'a plus pour moi les mêmes attraits. » Et oui, ça se comprend. Ces gens avaient vécu à travers les orages de la Révolution française et de l'Empire. Ils avaient besoin en poésie, en roman, en drame, en théâtre, d'autre chose. Le mot vient d'ailleurs de m'échapper, drame, et oui, ils en étaient toujours à la tragédie et ils attendaient le drame. Et le drame, c'est Victor Hugo qui va en fixer les lois. Alors, ce sont tous ces jeunes gens qui viennent rue Notre-Dame-des-Champs qui sont le romantisme. Et j'admire que, dans le même temps, au même endroit, il y ait là le jeune Alfred de Vigny, il y ait là le jeune Balzac, le jeune Mérimée, le moins jeune, à peine, Lamartine, Théophile Gautier, le jeune Berlioz, parce que le romantisme, c'est aussi la musique, le jeune Delacroix, parce que le romantisme, c'est aussi la peinture. Ils sont tous là. Et c'est étonnant, et c'est extraordinaire. Et voilà que vient sonner un jour à cette porte un jeune critique. Il fallait bien qu'il y ait un critique. Et ce critique s'appelle Sainte-Beuve. Il a écrit un article, mi-figue, mi-raisin, il faut le dire, sur le dernier volume de Hugo, volume des poèmes odes et poésies diverses. Et Hugo est allé le remercier et il s'est aperçu que Sainte-Beuve habitait à côté. Et Sainte-Beuve est venue le remercier, de l'avoir remercié. Oui, vous voyez, on était très polis à cette époque-là. Et il existe, c'est vrai, des coups de foudre en amour, on le sait bien sûr, mais il existe aussi, et ça j'en suis persuadé, des coups de foudre en amitié. Et ces 2 jeunes hommes qui ne se connaissaient pas vont devenir inséparables très vite. Chaque fois que Hugo écrit un poème, il faut qu'il le lise à Sainte-Beuve, et chaque fois que Sainte-Beuve écrit un nouvel article, il faut qu'il le lise à Hugo. C'est très charmant, c'est séduisant, mais voilà que Sainte-Beuve ne peut plus se passer d'Hugo, il vient tous les jours, même quelquefois 2 fois par jour. Mais Hugo travaille, et quand nous consultons la liste de ses œuvres complètes devant l'immensité de l'œuvre accomplie, on en déduit facilement qu'il a travaillé tous les jours.
Alors, souvent, quand Sainte-Beuve se présente, la petite servante, oui, c'est vrai, ils sont pauvres, mais ils ont une petite servante. À cette époque-là, on avait une servante, même si on n'avait pas d'argent, c'est bien simple, on ne les payait pas. Loin de moi l'idée, évidemment, de regretter cette époque-là, j'irai pas jusque-là. Bref, la petite servante dit « Monsieur s'est enfermé dans son cabinet de travail et interdit qu'on le dérange. » Alors, Sainte-Beuve, qui est très désolée, qui pose la question « Et madame ?» Bah oui, et madame. Eh bien, Adèle, si c'est l'été, est dans le jardin. Il y a un jardin au bas de l'immeuble et on a l'accès. Ils sont au premier étage, elle est dans le jardin avec les enfants. Et si c'est l'hiver, elle est dans le petit salon avec les enfants toujours. Et Sainte-Beuve la rejoint. Alors il faut quand même que je vous parle de Sainte-Beuve. Il est tout le contraire de Hugo. Hugo est resplendissant, rayonnant, superbe, très beau. Lui, il est étroit, chafouin, très laid même. Et il connaît sa laideur. Et il est paralysé par cette laideur. Il est tout petit en plus. Et il n'a jamais connu de femme, sauf des prostituées parce qu'il n'ose pas parler à une femme, il n'ose pas. Et là, devant cette femme qui est la femme de son meilleur ami, il parle à cette femme et il lui dit tout ce qui est en lui, ses pensées, ses souhaits, ses espoirs. Et il trouve ça très doux de pouvoir se livrer ainsi à une femme, devant une femme et pour une femme. Et elle, Adèle, alors elle est toujours l'épouse aimante de son mari, mais ce mari ne la voit pas. Alors vous me voyez venir par contre. Le matin, quand il se réveille, il est très matinal, il est déjà dans son cabinet de travail, il écrit. L'après-midi et le soir, il sort. Vous savez, quand on est chef d'école, on a des obligations, il est partout. Il rentre très tard dans la nuit, elle dort, et il l'éveille toujours. Et il n'est pas certain d'ailleurs qu'elle aime être réveillée toujours. Elle n'a personne à qui se confier, à dire elle aussi tout ce qu'une femme a envie de dire. Chagrin, bonheur, espoir, illusion, rêve, tout ça, quoi. On a toujours besoin de parler, de se confier à quelqu'un, homme ou femme d'ailleurs, un ami, un collègue qui vous comprenne. Et elle parle. Mais maintenant, elle parle à Sainte-Beuve. Et elle trouve très doux également de parler à Sainte-Beuve. Et on peut se dire que quand une telle amitié se crée sous un toit conjugal, il y a quand même grand péril sous ce toit-là. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.